Je donne la parole maintenant à Benoît Baïonnet, qui va, lui, nous présenter un autre point de vue. Donc voilà, un grand merci en tout cas pour l'invitation. Je ne sais pas exactement à quelle casquette je vais parler, mais je pense que c'est pour ça que Céline veut que je vienne aussi. C'est parce qu'on ne sait jamais sur quelle casquette, avec quelle casquette je parle, si ce n'est qu'elles sont toutes à un moment convergentes. Alors, par rapport à des questions qui ont été, des remarques qui ont été formulées, c'est un peu faire le bilan du fédéralisme belge. Donc, je ne viens certainement pas dire que nous avons le meilleur modèle du monde. C'est qu'à la veille probablement de la 7e réforme de l'État, voire d'une réforme en profondeur, c'est quel est peut-être le regard de l'économiste sur ce qu'on a créé ou de l'économiste de finances publiques. Parce qu'on a créé quand même un modèle où, en Belgique, aujourd'hui, une partie des gens pensent que tout le problème de la gestion des finances publiques, c'est lié à son fédéralisme, plus personne n'y comprend rien, et si on ramenait tout au fédéral, il n'y aurait plus de problème de finances publiques. Et une autre partie de la population pense qu'il faudrait tout défédéraliser, comme ça serait bien plus efficace, et il n'y aurait plus de problème de finances publiques non plus. Comme si c'était évidemment aussi simple à gérer. Mais pourquoi notre modèle est perçu pour être aussi compliqué ? Alors il y a eu quelques sorties cet été, notamment du leader du parti du Nord, qui à un moment reparlait des Pays-Bas du Sud. Donc, quand on parle des Pays-Bas du Sud, chez nous, ça fait penser à 1815. Hein. Pour vous, pas un grand souvenir, mais quand nous sommes rattachés, nous, après la défaite à Waterloo, aux Pays-Bas, sur base des provinces créées par Napoléon. Et quand nous redevenons indépendants, on garde cette structure provinciale, même si elles vont évoluer en 1836, et on va perdre notamment le Luxembourg et une partie du Limbourg qui va être attachée aux Pays-Bas. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que je vais y revenir tout à l'heure, parce que ces provinces, on va définir dans la Constitution qu'elles peuvent faire tout ce qui est d'intérêt provincial. Et aujourd'hui, on voit que les provinces font beaucoup de choses de compétences régionales et communautaires. Et donc les provinces ont le pouvoir fiscal. Donc elles apparaissent comme des entités décentralisées et en même temps déconcentrées, puisque là, parfois, elles agissent pour compte d'un autre niveau de pouvoir, avec la possibilité, dans ce cas, pour l'autre niveau de pouvoir, de ne pas lui donner les moyens suffisants pour le faire, à elle d'utiliser son autonomie fiscale. Donc on voit que, quelque part, la Belgique, dès 1830 ou 1836, a une structure fédérale, mais qu'on met dans les pouvoirs locaux. Parce que quand on parle des provinces en Belgique, on ne parle pas d'État fédéral, on parle bien de pouvoirs locaux qu'on rattache avec les communes. D'ailleurs, statistiquement, vous trouvez très difficilement des statistiques sur les provinces, puisqu'en comptabilité nationale, on englobe les communes et les provinces, alors que géographiquement, c'est un peu plus large. Donc pourquoi le fédéralisme belge est compliqué ? Je vais vous le rappeler très rapidement. D'abord parce on ne l'a pas inventé en une seule fois, il a été progressif, et toutes ces institutions décentralisées apparaissent sur une période d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, suite à des conflits entre le nord et le sud du pays, et qui vont faire place à des compromis qui permettent certes à la Belgique de continuer d'exister, mais sur une base qui est parfois un peu complexe. Maxime l'a répété tout à l'heure, pas de hiérarchie de normes, donc ça veut dire qu'après, chaque entité est relativement autonome dans ses compétences. Et puis on va créer quelque chose d'un peu unique dans le fédéralisme, on va parler beaucoup de fédéralisme, c'est cette histoire de double strate, c'est-à-dire que si on regarde ça du haut, on a les régions et les communautés qui sont sur le même niveau, même le même niveau que l'État fédéral, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie des normes, et les communautés qui viennent à cheval, entre guillemets, sur les territoires des régions, mais si ce n'est qu'elles se préoccupent que des personnes ou des institutions qui ont un lien avec la langue, donc des institutions francophones ou des institutions néerlandophones. Et puis sur Bruxelles, on va se dire, mais tiens, il y a des institutions qui n'ont peut-être aucun lien avec la langue, et là on appelle ça les institutions bicommunautaires, donc qui concernent tout le monde. Donc je vais y revenir. Donc les entités communautaires, finalement, sont dénuées de territoire, elles s'adressent aux personnes ou aux institutions, sauf sur Bruxelles, où finalement on leur a dit, mais vous ne pouvez intervenir que sur un territoire bien défini. Donc on complexifie tout doucement déjà le modèle. Tout le débat, et je vais y revenir tout à l'heure par rapport à des principes qui ont été mis entre autonomie budgétaire ou autonomie financière, et on va voir que ça va avoir tout son sens en Belgique, et puis
peut-être encore plus pour la Belgique que pour d'autres pays, on est vraiment à la croisée de deux logiques différentes. Nous sommes des pro-européens et des pro-décentralisation. Donc à la fois, on revendique que l'Europe joue un plus grand rôle, et puis on revendique sans cesse une décentralisation des compétences, en se demandant finalement si on veut encore quelque chose entre les deux. Donc là, je vous rappelle juste, c'est les grandes dates du fédéralisme belge, mais juste pour vous rappeler qu'en 1970, le fédéralisme belge, c'est deux entités. Il faut attendre 1980 pour avoir 2 plus 2, 2 communautés et 2 régions. Il faut attendre 83 pour avoir la communauté germanophone qui apparaît, donc on est à 3 plus 2. Et puis Bruxelles ne vient qu'en 1989, donc ça fait 3 plus 3. Mais pour gérer les compétences communautaires à Bruxelles, on crée 3 institutions communautaires, finalement on est à 3 plus 3 plus 3. Donc on est à 9 entités décentralisées, finalement, un fédéralisme à 9, qui va progressivement se mettre en place. Donc ça, c'est la vision simple, entre guillemets, que Max a expliqué tout à l'heure, et je vais malheureusement, et je reviens sur la petite carte que Max a expliquée, donc quand on parle des compétences communautaires, c'est la carte des communautés, les compétences régionales, c'est la carte des régions. Et alors, là, je vais peut-être nuancer un peu le slide de Maxime, parce que l'État fédéral, aujourd'hui, c'est 44 milliards. Donc en termes de recettes-dépenses, il y a une grosse différence. Pourquoi? Parce que l'État fédéral, les administrations fédérales, prélèvent encore l'impôt pour compte d'autres pouvoirs. Mais ces recettes n'appartiennent plus à l'État fédéral en tant qu'entité politique. Elles n'en disposent plus. Et donc quand on enlève la sécurité sociale, qui chez nous ne fait pas partie vraiment du gouvernement fédéral, puisque c'est une gestion paritaire, en dehors du gouvernement fédéral, on voit que l'État fédéral, c'est 44 milliards. Les entités communautaires et régionales, c'est 82 milliards. Les entités dites, entre guillemets, pouvoirs locaux, dont les provinces, c'est 33 milliards. Donc par rapport à la dernière présentation de tout à l'heure, nous, quand on regarde en termes de poids, on voit que le niveau décentralisé aujourd'hui, en termes de dépenses, alors on ne va pas tout à fait le retrouver en termes de recettes. Pourquoi? Parce que les administrations fédérales, pas l'État fédéral, les administrations fédérales prélèvent l'impôt pour compte des régions, pour compte des pouvoirs locaux. Alors tout ça serait simple si on n'était pas passé d'une structure à 3, plus 3, plus 3, chacun ayant ses sphères de compétences, à un modèle totalement asymétrique. Et qu'est-ce qui va notamment justifier l'asymétrie? Les finances publiques. Alors je reviens sur la même ligne du temps que tout à l'heure. Donc en 1970, on crée bien donc, nos 2 communautés. En 80, on crée les 2 régions. Et dès 80, la région flamande et la communauté flamande décident de fusionner. Alors politiquement, elles ne fusionnent pas. Juridiquement, elles ne fusionnent pas. Budgétairement, elles fusionnent. Ça veut dire que toutes les recettes des 2 entités tombent dans un pot commun et servent à financer les compétences des uns et des autres. Donc on peut faire des arbitrages sur un budget qui est bien plus important que toutes les autres entités décentralisées. 1989, j'ai dit, on crée les communautés, la région bruxelloise et ces 3 entités communautaires. Donc là, on est sur un début d'asymétrisme, puisqu'on a juste du côté flamand, où on a la région et la communauté qui se sont regroupées, du moins en termes de finances publiques. Et puis la communauté française, on verra tout à l'heure pourquoi, a d'énormes difficultés financières. Qu'est-ce qu'on trouve comme astuce institutionnelle pour aider financièrement? Donc c'est pour ça que je regarde avec ça, avec le regard de l'économie des finances publiques. On va décider, et chaque fois c'est un article de la Constitution qui le permet, donc il y en avait un qui permettait à la communauté flamande de gérer les compétences de la région flamande, et là on va permettre à la communauté française de transférer ses compétences à la région wallonne et à la commission communautaire française de Bruxelles. Donc la communauté française qui manque de moyens, qui ne peut pas prélever l'impôt, Maxime l'a dit tout à l'heure, pour résoudre son problème de faillite virtuelle, puisqu'on en était là, problème de responsabilité, comme on ne sait pas lui augmenter ses recettes, qu'est-ce qu'on fait? On transfère ses compétences, et alors là l'astuce en plus, c'est qu'elle ne transfère pas l'entièreté des moyens, donc c'est les 2 autres entités qui, quelque part, viennent suppléer la carence financière en acceptant des compétences sans l'entièreté des moyens. Donc voilà, la région wallonne se retrouve avec des compétences communautaires, mais pas totalité, contrairement à la Flandre qui a fusionné les 2. Là, on a fait un mixte en fonction des besoins financiers.
2014-2015, dernière réforme de l'État. Là, on commence à transférer des compétences de sécurité sociale. Donc, théoriquement, la sécurité sociale, c'est vers les communautés. Donc ça voulait dire, de facto, que les communautés, je vais prendre l'exemple des allocations familiales parce que c'est assez emblématique, si on les avait transférées aux communautés, donc les communautés sur les territoires de Bruxelles auraient pu développer des systèmes concurrents, de la vraie concurrence sociale. C'est-à-dire que la Flandre développait ses allocations familiales, les francophones développaient leurs allocations familiales. On le vit déjà avec l'assurance dépendance, une assurance pour les soins à domicile. La Flandre l'a développée. Les Flamands de Bruxelles peuvent y adhérer, mais les francophones de Bruxelles peuvent aussi y adhérer s'ils veulent. Les francophones de Wallonie ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas sur le territoire de la communauté flamande. Donc, pour éviter cette concurrence sur les allocations familiales, on dit ça, c'est pas possible. On ne peut pas accepter sur un même palier, dans un même building à Bruxelles, que deux familles aient des allocations familiales différentes. Donc on dit, comment va-t-on faire? Donc on ne va pas transférer les nouvelles compétences communautaires aux communautés sur Bruxelles, on va les transférer à la commission communautaire commune à Bruxelles. Et la commission communautaire commune à Bruxelles, c'est le même Parlement que le Parlement bruxellois, c'est le même gouvernement que le gouvernement bruxellois, c'est juste que c'est communautaire, donc ça ne pose pas de problème. Mais c'est bien régional. Alors il n'y a qu'une petite nuance juridique, je suis économiste, mais je vais satisfaire votre curiosité jusqu'au bout. Il y a ce qu'on appelle le principe de la double signature, c'est-à-dire qu'à la commission communautaire commune, un ministre francophone ne peut jamais signer sans une contre-signature d'un ministre néerlandophone pour être sûr qu'une communauté ne fait pas quelque chose contre l'autre communauté. Si ça se passait à Bruxelles, ça serait la fin du modèle. Donc on a une commission communautaire commune à Bruxelles qui est un deuxième Parlement bruxellois, une deuxième entité régionale, de facto. Donc, sixième réforme de l'État, on transfère toutes les compétences à la communauté française, mais qui ne peut plus agir que sur le territoire wallon et plus à Bruxelles, à la communauté flamande, mais qui ne peut plus agir que sur le territoire flamand et pas à Bruxelles, et à Bruxelles, les Bruxellois décident. Mais souvenez-vous, les Flamands, ils ont fusionné. Donc les Flamands, ils décident entre eux. Mais les Wallons, là, ils disent, la communauté française, c'est une partie de Wallons et c'est une partie de Bruxellois, le Parlement de la communauté française. Donc les Wallons, ils disent, ah ben, attendez, mes petits amis, vous, les Bruxellois, vous décidez tout seuls, mais vous allez décider pour nous, puisque vous faites partie du Parlement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les nouvelles compétences de la communauté française liées à la sixième réforme de l'État ont été transférées à la région wallonne par un accord intra-francophone. Donc ça, vous ne retrouverez jamais dans les textes, ni dans la Constitution, ni dans la loi spéciale fédérale. Il faut entrer dans ce qu'on appelle les décrets spéciaux au niveau communautaire et régional, ce qui fait qu'on a un système totalement asymétrique aujourd'hui, où vous ne pouvez plus comparer aucune entité décentralisée. Alors quand le Belge ne s'y retrouve plus, c'est tout à fait normal. Alors vous complexifiez le modèle, et c'est ma petite ligne verte, entre Wallons, puisque les germanophones sont des Wallons, la communauté germanophone est en Wallonie, il ne faut jamais oublier, donc ce sont des Wallons. Donc en Wallonie, on parle effectivement deux langues, même s'il n'y a pas deux langues officielles, mais pour satisfaire les demandes de la communauté germanophone qui veut plus de compétences régionales, la région wallonne, au fur et à mesure, transfère à la communauté germanophone des compétences régionales, donc ils sont déjà compétents en emploi, pour les pouvoirs subordonnés, donc pour les communes, pour un ensemble de compétences, et les paquets suivants sont en train de se préparer. Donc la communauté germanophone, c'est aussi une communauté région. Donc on a créé un modèle totalement asymétrique. Donc ça aurait dû représenter quelque chose comme ça, et puis on a transféré des compétences, transféré des compétences, transféré des compétences, transféré des compétences. Parce que la dernière, et c'est pour ça que je parlais des provinces tout à l'heure, c'est que tout le monde se rend compte aujourd'hui, ce niveau provincial, dans une structure décentralisée comme la nôtre, commence à poser des questions. Alors, on se rend compte que un niveau multicommunal a du sens. Est-ce que c'est le niveau provincial qui est approprié ou pas? Ça dépend chaque fois, entre guillemets, de la compétence et du débat qu'il y a. Mais, de nouveau, en Flandre, ils ont repris toutes les compétences communautaires liées aux matières personnalisables, ils les ont reprises aux provinces et ils ont repris une partie du pouvoir fiscal des provinces. De nouveau, du côté francophone, rien ne se passe, ce qui fait que pendant cette crise communautaire, il y a eu une grande polémique parce que nous avions 8 ministres de la Santé. Mais les 8 ministres de la Santé, ils ne sont pas issus des lois fédérales, ils sont élus des accords intra-francophones
parce que nous avons transféré des compétences entre francophones et en plus on les a redivisées entre des ministres différents. Donc qui a fait pendant la crise Covid une polémique assez importante sur notre fédéralisme en disant on paye 8 ministres de la Santé, il faut des réunions où ils sont on ne sait plus combien autour de la table quand il faut décider, mais c'est lié, entre guillemets, à notre fédéralisme et à nos accords intrafrancophones. Mais qu'est-ce qui a justifié la plupart du temps ces retransferts de compétences par rapport à la structure de base? À mon avis, vous découvrez encore des choses sur la Belgique, là. C'est souvent les finances publiques. La Flandre, une logique de poids budgétaire et financier bien plus important. Les transferts de la communauté française vers la région wallonne, un problème de financement. On transférait à la région wallonne qui avait le pouvoir fiscal. La dernière réforme de l'État, quand on retransfère toutes les compétences communautaires à la région wallonne, c'est parce qu'on sait que toutes ces compétences sont liées notamment aux personnes et à la santé, et on sait que ces dépenses vont augmenter plus vite avec le vieillissement et que les communautés sans pouvoir fiscal ne pourront pas assumer la charge qui se prépare. Et donc, de facto, c'était une logique de finances publiques de transférer évidemment ces compétences à la région wallonne. Et c'est comme ça que dans les débats qu'on a aujourd'hui, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on veut? Alors souvent sur la décentralisation, on en a parlé tout à l'heure, on veut renforcer en décentralisant nos institutions démocratiques, l'efficacité des services publics, le bien-être économique et social. Donc ok, on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a une question à un moment, est-ce qu'on donne les moyens qui vont avec ces ambitions? Et alors, tout à l'heure, on a indirectement parlé de ce triangle. J'essaie tout doucement, quand je veux démocratiser le débat, d'essayer de schématiser, quand on veut répartir une compétence, la décentraliser, qu'est-ce qui est important? Moi, il me semble toujours qu'il est important qu'il y a 3 principes. Il y a d'abord les économies d'échelle, les effets de débordement, des préférences qui sont oui ou non hétérogènes, et la mobilité. Alors en Belgique, est-ce que les préférences sont hétérogènes? Oui. Oui, linguistiquement, culturellement, on a bien des préférences hétérogènes fortes. On ne regarde pas les mêmes chaînes de télévision, on ne regarde pas le même journal télévisé. Et ce n'est pas une question comme en France, on regarde sur France 3 le journal régional. Là, c'est vraiment des journaux qui sont différents et parfois on parle de l'autre côté du pays, parfois même pas du tout. La mobilité, quand dans la littérature économique on parle de la mobilité en fédéralisme fiscal, le problème de langue, c'est déjà un grand frein à la mobilité. Alors, il y a la mobilité pour les plus cultivés, ça oui, qui parlent 2, 3 langues, et alors c'est vrai qu'on peut aller vivre à Ostende, on peut vivre à Arlon, on peut vivre à Bruxelles, mais pour une grande majorité de Belges, cette mobilité, elle est déjà restreinte. Donc c'est déjà ce concept de mobilité, il faut le dépasser au fait que j'ai le droit de me déplacer. Ah oui, en Europe, en Belgique, j'ai le droit d'aller vivre au nord ou au sud du pays, mais il y a une contrainte qui est quand même linguistique et culturelle qui va être forte. Et donc quand on cherche et qu'on essaye de placer, j'essaye tout doucement d'essayer d'identifier vers quel fédéralisme on veut aller. Parce que finalement, si j'ai beaucoup d'économies d'échelle, c'est la centralisation qu'il faut faire. Surtout si, en plus, je n'ai pas de mobilité. Parce que la décentralisation et le fédéralisme concurrentiel, il n'est bon que si j'ai des préférences hétérogènes fortes et une mobilité forte. Donc même la Belgique, qui essaye de développer plutôt ce fédéralisme concurrentiel, on n'est déjà pas dans les caractéristiques. Alors, pour rebondir sur le financement de tout ça, et finalement, on voit que une espèce de carré magique sur les principes du financement, du moins du fédéralisme belge, c'est qu'on a essayé de trouver un équilibre entre autonomie budgétaire, c'est-à-dire la liberté de dépenser. L'autonomie financière, c'est de disposer des recettes pour pouvoir faire ce que j'ai envie, avec un mix de responsabilité et de solidarité. Et alors, si on regarde même bien la loi spéciale de financement, on prévoit même une coordination fiscale et une coordination budgétaire. Alors si je regarde un peu dans les faits, mais si je regarde les régions, finalement, j'ai mon autonomie budgétaire, j'ai une autonomie financière, mais certes très relative. On leur a donné le pouvoir fiscal, mais la marge de manœuvre est relativement limitée. Une grande responsabilité financière et un mécanisme de solidarité. Pour les communautés, on leur a dit, vous êtes libre de dépenser, mais vous n'avez pas d'autonomie financière. Mais vous êtes responsable. Mais vous n'aurez pas de solidarité. Donc ça ne ressemble pas à du fédéralisme, ça. Ça ressemble à la décentralisation. Donc la communauté française, elle ne peut pas être viable quand on regarde, et je vois que mes principes rejoignent un peu les derniers exposés qui ont été faits. Si je regarde les commissions communautaires à Bruxelles, pour la plupart, autonomie budgétaire,
Autonomie financière, non. Responsabilité financière, oui. Solidarité, une petite subtilité, mais relativement non. Et puis nos provinces, nos fameuses provinces, c'est pour ça que je les remets, parce que là c'est assez comique, finalement, pour une grande partie de leurs dépenses, elles ont l'autonomie budgétaire, elles ont l'autonomie financière, elles ont la responsabilité financière, et elles ont la solidarité. Donc c'est quand même assez comique qu'on ait créé une entité décentralisée qui est finalement les communautés, qui correspondent moins qu'un niveau de pouvoir local, qu'on appelle nous, chez nous les provinces, en termes de fédéralisme. Alors je finirai par 2 petits slides, mais je les teste avec vous. Hein. Alors là, je me dis, mais parce que demain, donc on va beaucoup discuter répartition de nouvelles compétences, d'abord budgétaires, hein, les soins de santé étant sur la table des négociations futures de la 7e réforme de l'État. Donc ça serait mon premier triangle. Après, il faut pouvoir en effet financer ce modèle. Donc la question, c'est quel fédéralisme on veut? Alors, les 3 coins de mon triangle, ici, c'est autonomie financière et fiscale, autonomie budgétaire et responsabilité. Donc si on veut un fédéralisme extrêmement concurrentiel, et pour le moment, nous, on étudie beaucoup en Belgique le système suisse et allemand. Le canadien, on l'a abandonné, c'est très difficile de faire les comparaisons par rapport au Canada. Le suisse et l'allemand, on s'y retrouve beaucoup plus. Donc si on est dans une autonomie financière extrêmement importante, on développe un fédéralisme concurrentiel qui ne ressemble pas du tout au modèle allemand, mais plutôt au modèle suisse. Alors, plus je vais aller évidemment vers un fédéralisme d'exécution, c'est-à-dire je vais limiter l'autonomie fiscale, j'aurai une autonomie budgétaire et une certaine responsabilité, je vais plutôt vers le fédéralisme allemand. Alors, ce que tout le monde maintenant rêve du côté francophone en Belgique, c'est de développer un fédéralisme coopératif. Alors, c'est marrant parce qu'on est en train d'inventer des termes. Et le fédéralisme coopératif, ça serait évidemment l'équilibre parfait entre cette autonomie budgétaire, cette autonomie financière et évidemment cette notion de responsabilité, savoir qu'on ne peut pas tout faire non plus et on doit quand même être responsable d'une partie des politiques qu'on mène. Alors maintenant, je remets, et là je rejoins de nouveau le dernier tableau qui avait été présenté, ressources propres, transferts et péréquation. Et là, de nouveau, on pourrait facilement placer nos entités fédérées belges. Donc si j'ai des ressources propres, je suis proche d'un fédéralisme concurrentiel. Et finalement, alors là, j'ai peu de transferts et peu de péréquation. Donc le modèle belge, il est plutôt, on descend légèrement dans le triangle. Mais finalement, nos communautés, elles n'ont pas de ressources propres. Elles ont des transferts et elles n'ont pas de mécanisme de péréquation. Donc on est vraiment vers la décentralisation. Ce qu'on essaye de nous vendre comme une entité décentralisée n'est absolument pas une entité décentralisée. Donc si on veut continuer un fédéralisme concurrentiel, mais la question du pouvoir fiscal et du partage de la fiscalité en Belgique va se poser de manière importante. Ça va vraiment être l'enjeu. Comment va-t-on répartir l'impôt demain? Et plus qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, même les régions ont finalement peu d'autonomie fiscale, ou alors on part vers un autre type de fédéralisme, qui est un fédéralisme davantage coopératif, où on essaye de retrouver un équilibre entre ressources propres, transferts et péréquation. Mais là, on est vraiment en conflit entre le nord et le sud du pays, le sud étant plutôt, je pense, au centre, mais le Nord voulant absolument davantage monter vers un modèle purement concurrentiel. Et les débats qui s'annoncent en Belgique vont être d'essayer de retrouver cet équilibre dans cette nouvelle structure. Alors, comme Max l'a déjà un petit peu annoncé tout à l'heure, et je viens de le faire indirectement, le modèle qui se dessine de plus en plus derrière tout ça, c'est un modèle à 4 régions. Pourquoi? Parce que si on commence à parler de ressources propres, ben, il faut un territoire, il faut pouvoir taxer. Et si vous savez, les communautés ne savent pas taxer parce qu'elles n'ont pas de territoire. Donc se pose la question des territoires. Alors, pourquoi de nouveau on parle de modèle à 4 entités? Parce que je vous l'ai montré, c'est le modèle qui s'est imposé de facto aujourd'hui, puisqu'on a renforcé les entités territoriales au détriment des entités, je veux dire, personnalisables. Et alors pourquoi 4 entités? Parce qu'on a le 12 espoir, je vais peut-être dire comme ça, qu'en étant 4 plutôt que 3, on pourrait essayer de rééquilibrer le modèle, puisqu'à 3, c'est d'office toujours 2 contre 1, qu'à 4, on pourrait arriver à trouver d'autres équilibres. Et alors, puisque je ne pouvais pas terminer sans une petite boutade, pour ceux qui ont déjà lu les Schtroumpfs, je vous conseille d'aller relire Schtroumpf vert et vert Schtroumpf de 1972, qui est une caricature du fédéralisme belge. Donc moi, quand je l'avais lu, j'ai été le relire, parce que quand je l'avais lu à 12 ans, je ne m'étais pas rendu compte
Donc Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, c'est parce que problème de langue, vous verrez, hein, et le grand Schtroumpf qui ne sait plus comment résoudre ces problèmes puisque la moitié du village est coupée en deux. Certains parlent vert Schtroumpf et d'autres Schtroumpf vert, mais c'est une parfaite caricature et ça date de 1972 du fédéralisme belge. Voilà, je vous remercie.